Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Une tasse de thé, le podcast qui discute de l'art drague sans chercher à le définir. Je suis Clémentine et avec mon amie Émilienne, nous avons décidé de nous questionner sur les rapports entre l'art du drague et tout un tas de sujets. Mon œil naïf combiné à l'expérience d'Émilienne, connue sur la scène drague sous le doux nom de Camomille, vont s'associer pour partir à la rencontre de celles et ceux qui font la scène drague. On espère que ce moment sera chaleureux et constructif. Bonne écoute! Oh, je suis plus ému que je ne saurais dire, on nous fait si peu de compliments. Vous devez prendre une tasse de thé. Ah oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé. Quand j'ai commencé le drag, j'ai réalisé que ça faisait des années que je constituais une garde-robe un peu particulière. Mes placards débordaient de vêtements vintage, bariolés, que je ne portais pas au quotidien, mais pour lesquels j'avais un attachement particulier. Associés à mes influences burlesques et hollywoodiennes, ces vêtements sont devenus la base de mon personnage, définissant l'univers pop, kitsch et coloré de Camomille, que l'on peut facilement qualifier de Kemp. Lakaena et Sativa Blaze, les deux invités de ce 6e épisode d'Une tasse de thé, se connaissent bien. Elles font partie de la même famille drague, la House of Fugly, avec laquelle elles organisent des soirées depuis plusieurs années. Si nous avons invité ces drag queens parisiennes aux univers très différents et à l'humour aiguisé, c'est pour qu'elles nous racontent leur parcours et surtout pour aborder ensemble la notion de référence dans l'art drague. Bonjour, moi c'est Malek, 28 ans, jet-setter sans l'argent. Ce n'est pas une blague, c'est un mode de vie, un choix. Fan de babouche, porteur de babouche inconditionnel. Je suis aussi habité par une personne qui s'appelle Lakaena. Je suis une drag queen créature, appelez-moi comme vous voulez, inspirée par la vie, la voilà. Je m'appelle Arié, j'ai 26 ans, j'aimerais bien en avoir 25, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Je me crée des fantaisies et des réalités dans lesquelles j'introduis Sativa Blaze, qui est mon personnage drag, mon alter ego et mon entité et moi-même au final. Je suis très inspiré par le vintage et la pop culture. J'adore Instagram, j'aimerais avoir plus de followers, s'il vous plaît. Quelles sont les inspirations de vos personnages à la base? Alors moi, à la base, j'ai commencé à faire du drag parce que j'avais juste envie d'être sur scène. J'ai fait du théâtre et de la danse pendant tout mon collège-lycée. Et du coup, je me suis dit comment pouvoir retranscrire tout ce que j'ai appris tout simplement en faisant du drag en fait. J'avais juste envie de pouvoir aller sur scène et pouvoir m'exprimer d'une façon ou d'une autre. Je savais pas trop de quelle façon faire ça, puis j'ai découvert qu'en fait en mettant une perruque et du maquillage, on pouvait réaliser pas mal de choses en fait. Et du coup c'est parti de là tout simplement. J'avais pas vraiment de direction vers où aller. C'est au fur et à mesure que mon drag a évolué que j'ai su à peu près où j'avais envie de me diriger. Moi j'ai toujours eu des références particulières que je voulais absolument apporter dans le drag, qui ont changé au cours du temps, mais quand j'ai commencé, ce qui m'inspirait le plus c'était les femmes en position de pouvoir de manière générale, donc les reines, que ce soit dans les films en vrai, quoi que ce soit. Mais il y avait souvent un côté très dark que j'aimais beaucoup, et du coup ce que je faisais au début c'était des trucs très dark, ou alors des grandes tenues de reine, genre Cersei Lannister, et c'est des trucs qui évoluent. Par contre c'est la partie très historique du truc, c'est ce qui reste, et c'est ce qui est à la base de mon personnage. À l'époque je m'appelais pas encore Lakaena. Le côté très femme de pouvoir, reine, dans tout genre, ça c'est juste plus développé. Mon sens de la femme forte a changé, ma vision de la femme forte a changé depuis. Ça inclut beaucoup plus de choses maintenant, et beaucoup plus de possibilités et d'inspiration de personnages possibles. Vos noms de drague, du coup, ils viennent d'où? Alors moi du coup, stoner inconditionnel, j'étais un petit peu en recherche d'un nom. Encore une fois, vraiment, le drag pour moi ça a commencé, j'ai mis du make-up, j'ai mis une wig, j'étais là, ouais, let's go, party. Je cherchais un nom, tout ça, j'étais pas trop à fond dans le truc et c'est venu vraiment un tout petit peu après que j'ai commencé. J'étais là à chercher des noms, qu'est-ce qui pourrait m'aller, qu'est-ce qui pourrait sonner bien. Et je venais de rentrer d'Amsterdam, et donc à Amsterdam il y a les coffee shops, et dans les coffee shops il y a des menus en fait, et sur les menus il y a écrit la variété de bœufs, donc t'as soit de l'indica ou de la sativa. Sativa c'était un nom qui me parlait beaucoup, et je sais pas, je le trouvais super beau, et en même temps les effets de la sativa c'est ça va te donner un peu d'énergie, ça va donner de la créativité, tu vas avoir envie de rire, et j'étais là mais en fait c'est un peu là où j'ai envie que mon drag aille. J'ai envie de pouvoir être un truc lié à la bonne humeur et à la défonce un petit peu.
peu. Blaze en anglais ça veut juste dire enflammé, c'est un petit peu de l'argot tu vois. Et du coup je trouvais que ça allait bien ensemble, Sativa Blaze est né comme ça. Moi j'ai commencé à faire un truc qui est très visuel. Visuellement je savais ce que je voulais donner comme effet, comme impact, qui était de quand je veux rentrer dans la salle, je veux que les gens se retournent et soient waouh. Pas forcément les bonnes ou les mauvaises raisons, je m'en fous. Tu peux être waouh pour les mauvaises raisons. L'essentiel c'est que tu te sois retourné. Du coup je me suis dit il faut un nom qui aille avec aussi ce truc là. J'ai réfléchi, j'ai commencé à avoir des premiers noms un peu cons qui m'ont pas plu, que de pas forcément mauvais ou quoi. Et puis un jour ça m'est apparu comme une évidence. En gros la Kaena c'est une personne qui a réellement existé, elle était une reine berbère. C'est des histoires dont j'ai entendu parler petit, parce qu'il y a des mausolées d'elle qui existent en Tunisie. En passant devant, donc mon grand-père qui m'a raconté rapidement son histoire. Et j'aimais bien l'idée que c'était la seule femme qui a été chef de tous les berbères, enfin reine des berbères, et qui a fait la guerre et qui a battu l'invasion des Arabes et des musulmans. Ça jouait dans ce côté-là et c'est une reine et du coup je sais pas, ça m'a paru évident, c'est facile à prononcer. C'est pour ça j'ai fini par choisir ça, c'est avéré comme une évidence. Donc l'épisode dans lequel on vous a proposé de participer, c'est autour de la notion de référence dans l'art drag. L'idée, ce serait de définir un peu ce que c'est la notion de référence dans l'art drag. Mon drag, il s'est bâti totalement autour de ça. Je suis un énorme fan de films, séries et surtout de cartoons, d'animation. Comme je disais tout à l'heure, mon drag, il s'est un petit peu bâti au fur et à mesure. Au bout de même pas un mois où j'ai commencé à mettre du maquillage sur ma tête, je me suis dit, mais en fait, t'es complètement conne. T'as toute cette culture du comics et de l'animation où il y a tellement de figures féminines qui sont badass et qui sont complètement démentes, qui s'apparentent totalement à du drag de par leur look, leur make-up, leurs cheveux et plein d'autres choses. Je me suis dit mais il faut absolument que j'aille dans cette direction, c'est totalement fait pour moi. Et du coup la notion de référence elle vient automatiquement quand je sais pas, tu fais une perf ou un look et ce look est inspiré d'un film ou d'un dessin animé, boum, direct, bam, t'as une référence. Pour moi c'est aussi simple que ça. Et du coup mon drag il n'est fait que de ça. Mon drag c'est que de la référence aux films d'animation, aux comics, parfois à des livres. À chaque fois il y a une référence à quelque chose, ou alors c'est un mélange. C'est toujours un mélange parce que mes inspirations elles viennent de plein d'endroits différents mais qui au final sont à peu près le même média qui est la pop culture. Mais c'est vrai que à chaque fois que je fais un look il y a toujours au moins une arrière-pensée d'une référence ou de quelque chose dont je vais m'inspirer, tu vois. En quoi ce que tu fais c'est différent du cosplay? Avec ma fille, donc ma drag d'auteur, parce que dans le drag, ça se compose un peu comme une famille, ou pas, hein, mais ça fait partie des notions et des bases du drag, que c'est une grande famille et tu peux avoir des enfants, tu peux être la fille de quelqu'un, tu as des sœurs, des frères. Et donc Morphine Blaze, c'est ma fille avec qui on a décidé, comme son drag tourne complètement autour des références, elle un peu plus du côté horreur de la chose. Et du coup on a décidé de montrer tout notre talent à travers une série de photos qui reprennent des look iconique de la pop culture. Daphné et Velma de Scooby-Doo par exemple, ou Anna et Olaf, la méchante reine et sa pomme empoisonnée, parce que oui on a fait des trucs un petit peu fucked up qui sont pas que du drag classique mais aussi du body painting et du SFX qui est l'art des effets spéciaux par le maquillage. Alors le cosplay c'est de reproduire à l'identique un personnage de fiction, sa tenue, sa tête, sa coiffure. C'est des gens qui vont créer des tenues identiques mais vraiment identiques à ce que tu peux voir dans la version animée ou film. Et du coup nous c'est différent du cosplay parce que déjà on le fait en drag, on se maquille avec les codes drag mais on apporte un peu une touche personnelle, alors que le cosplay il n'y a pas vraiment la place pour les touches personnelles. Le cosplay c'est un petit peu impersonnel au final, c'est quelque chose d'assez grandiose et d'assez impressionnant quand c'est bien fait. Au final il n'y a pas toute la personnalité qu'il peut y avoir avec le drag, parce que le drag c'est un personnage que tu te crées et en même temps c'est pas vraiment un personnage parce que ça reste toi, ça reste ton entité, c'était toi fois 10 000 et du coup t'ajoutes à ça les codes du cosplay et ça crée quelque chose de complètement inédit on va dire, ouais inédit et perso. Et du coup non c'est pas vraiment du cosplay. Oui parce qu'en fait au final quand tu fais du drag ce que tu crées c'est pas un visuel, tu crées une personnalité sur lequel tu appliques un visuel qui est changeant et qui est totalement modifiable au fil du temps, et que tu vas modeler en fonction de ton envie sur le moment. La référence elle peut être extrêmement précise et ça peut être un film ou un truc, mais la référence elle est tout le temps présente et des fois elle va passer dans le détail. Mais du coup moi je sais que par exemple j'ai un drag qui est beaucoup plus éclectique, je veux pas non plus dire que je fais de tout quoi que ce soit, mais j'aime bien mélanger plein de trucs et du coup il y a de temps en temps où certains looks ça va être une référence très précise, un personnage de film, de série, de animé, de dessin animé ou pas, mais la référence elle peut être dans d'autres looks où genre je vais créer mon look, ça va
va être basé plus sur un vêtement ou plus sur autre chose. La référence va être différente, ça va être des références de mode historique, ça va être des détails sur la tenue qui vont être référencés par rapport à des photos de vieux défilés ou quoi que ce soit que j'ai pu voir avant. La référence, elle est vague, elle est diverse et je pense que c'est un concept qui reste quand même très subjectif et propre à chacun. Elle est là dans le drag, elle existe et c'est la base du drag. Qu'est-ce que c'est le camp ? Alors le camp, c'est une forme d'humour complètement kitsch et qui est très souvent apparentée à la communauté queer. Par exemple, l'humour que tu peux retrouver dans les challenges par exemple de Drag Race où ils doivent faire de la comédie, des choses comme ça qui sont grotesques, et ben ça c'est du camp. Et le camp, c'est souvent aussi très référencé, ça va souvent faire un peu des clins d'œil à des émissions de télé. Le drag, c'est camp de différentes manières. Ça peut Si être t'as un envie look. que ce Oui, soit si camp, tu as envie quoi. que ce soit un look ou ça peut être dans une performance, des mimiques, un truc. Mais c'est ce que tu disais, c'est toujours une référence beaucoup télévisuelle ou beaucoup c'est la pop culture. C'est beaucoup très référencé à la pop culture. Moi, mon essence camp vers laquelle je rattache mon personnage drag parce que c'est aussi logique et par rapport aux origines et aux références générales, c'est Madame Sarfati. Eli Kaku, un grand artiste années qui 90, nous a quittés. Trop jeune. Trop jeune. Et Madame Sarfati, c'est un de ses personnages, et Madame Sarfati, c'est l'essence même du camp. C'est du cliché sur du cliché sur du cliché, et le camp, du coup, se rattache à la problématique de l'appropriation culturelle dans beaucoup de cas, parce que, comme c'est très cliché, il faut faire attention à ce que tu fais, ce que tu utilises et ce que tu références dans le camp aussi. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire Madame Sarfati sur scène. Et toi, Malek, t'as évoqué tout à l'heure très rapidement ton enfance en Tunisie, donc qui est forcément imprégnée dans ton personnage drag puisque oui. ton nom vient de là. Et je voudrais juste, peut-être pour les auditeuristes qui n'ont pas l'image de la KNA, que tu nous expliques en quoi le fait d'avoir grandi en Tunisie a pu Un impact sur les références impacter que j'ai. ton personnage et dans son visuel ou dans tout le reste. Oui, forcément, je pense de toute façon, quand tu grandis et que tu baignes et que t'es élevé dans certaines cultures et certaines traditions, et c'est des trucs qui vont te marquer et qui vont te suivre toute ta vie et je pense t'influencer d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est venu assez tard au début, malgré le côté KNA, c'est un truc que j'ai quand même essayé de mettre côté au maximum, mais je pense que c'était inconscient. J'ai fait un gros rejet pendant quelques années, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'embrasse et j'épouse avec joie mes origines et ce que ça peut apporter de positif plutôt que de négatif. Maintenant, oui, il y a beaucoup de références que je regarde et que je retiens et ça peut être sur plein de plans. Et sur un plan humoristique beaucoup et sur un plan, je pense, historique surtout. Parce que je pense que j'ai compris que ce que j'aime pas de la Tunisie aujourd'hui, ça veut pas dire que je dois détester tout ce qu'il y a eu avant et tout ce que l'histoire a pu apporter. C'est un pays qui a eu beaucoup de richesses. C'est la place quasiment la plus centrale au monde. C'est le pays qui a été le plus colonisé par différents peuples, différents pays, différents empires tout au long du temps et de l'histoire. Donc il y a beaucoup de choses historiquement qui sont mélangées, qui viennent de partout et forcément c'est hyper inspirant. C'est une histoire qui est très particulière, qui remonte beaucoup à l'Antiquité avec les ruines romaines, etc. Donc il y a beaucoup d'histoires de divinités, de femmes au pouvoir, et encore une fois qui reviennent souvent. Jusqu'à aujourd'hui, politiquement parlant, c'est un pays où les lois pour la femme sont les plus développées dans le monde arabe. Je pense que oui, ça a un gros impact aussi quand même malgré tout sur ce que j'en fais. Cette réflexion-là, elle était au départ de la création de ton drag ou c'est arrivé au fur et à mesure Je pense qu'elle l'était au départ, mais que je l'assumais pas nécessairement. J'ai toujours été hyper inspiré par toutes les déesses et les dieux de manière générale des religions polythéistes. Historiquement, la Tunisie, jusqu'à pendant très longtemps, ça a été un pays où les religions étaient très polythéistes, donc que ce soit chez les Berbères, que ce soit avec les Romains, les Carthaginois, et je me suis beaucoup intéressé à ça d'abord, au moment où je faisais un gros rejet de la Tunisie générale. Et là, ça a commencé à évoluer, je commence à partir vers des inspirations et des références qui sont beaucoup plus modernes et beaucoup plus neuves, mais je pense que c'est à la base, c'était quand même là. Et que ce soit l'un ou l'autre, est-ce que vous êtes déjà souvent, parfois, jamais, un peu auto-censuré dans vos choix de référence ? Oui. Ouais, bien sûr, parce que on n'a pas le droit à tout et on n'a pas le monopole sur tout. Je pense qu'à partir du moment où si tu te demandes si ce que tu vas faire est problématique, c'est qu'il y a un souci. Je suis assez d'accord avec Ariel là-dessus. Je pense que à partir du moment où tu te poses la question, c'est qu'il y a un truc qui te dérange. Donc, tu réponds assez rapidement à la question en te la posant. Je pense qu'il y a assez de trucs dans le monde, assez d'idées, assez de sources d'inspiration dans le monde pour que ça soit pas grave qu'à un moment tu te dises je peux pas faire ça. Est-ce que vous avez chacun un exemple ? Oui, un exemple très simple. Moi, certaines chansons en performance que je me suis empêché de faire à cause des paroles parce qu'ils emploient certains mots que moi je ne peux pas me permettre de dire, que je ne dirai jamais. Donc je me suis censuré.
c'est pas grave, j'ai choisi d'autres chansons, et c'était très bien aussi. Tu vas écouter un son que tu vas vraiment adorer, que tu vas vouloir faire en perf, mais le truc c'est qu'il y a genre 30 fois le N-word dedans. Du coup, soit tu trouves une version censurée, soit t'es noir et y a aucun souci, soit tu fais pas et tu passes à autre chose et il y a 10 000 autres alternatives. Oui. Je pense que se censurer, ça fait preuve un peu d'une certaine empathie, parce que dans ton public, tu as de tout. Tu connais pas le ressenti, la vie, le passé des gens. C'est vrai que le drag, c'est fait pour bousculer les choses, choquer, etc. Après, ça dépend, chacun sa vision du truc, mais c'est vrai que je suis assez d'accord que c'est fait pour bousculer les choses. Sauf que il faut faire attention à ce qu'on veut bousculer. Et si tu commences à vouloir faire des trucs choquants, entre guillemets, genre pour le facteur choc, et souvent quand les gens vont faire des choses comme ça va être hyper irrespectueux envers un groupe de gens ou une religion. Les gens qui cherchent à choquer, pour moi c'est un gros non dans le drag, parce que tu choques les mauvaises personnes en fait. Il y a ce problème aussi de savoir où est sa place, de savoir répondre à des choses qui nous concernent, et les choses qui nous concernent pas, les laisser aux personnes concernées justement. Et puis c'est aussi une forme de devoir en fait, tout simplement, à partir du moment où tu t'adresses à un public, de prendre aussi en considération l'empathie de chacun. C'est ça. Je pense que le drag ça va un petit peu plus loin. Tu fais certes bien sûr pour ton plaisir et ton développement, mais aussi pour faire avancer une communauté et pour faire bouger les choses de façon positive. Du coup, en quoi le fait d'avoir choisi des références, ça peut représenter par exemple un choix militant ? Je pense que le choix militant, il l'était pas nécessairement au départ pour moi. Il l'est devenu. Enfin, c'est pas qu'il est devenu, il a toujours été, mais je me suis rendu compte de son effet militant. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce que j'apporte comme référence dans mon drag, qui viennent de ma culture, de là où j'ai grandi, finalement, artistiquement, dans le monde du drag, tout ce qui était référence arabisée, arabisante, maghrébine ou moyen-orientale est rare, voire inexistante. C'est majoritairement, dans la plupart des cas, souvent et que par l'humour, rarement par le beau. Je dis ça, je le fais moi-même aussi, hein. C'est ce à quoi le public répond malheureusement beaucoup plus que par ce que le beau peut apporter de la culture et de la civilisation arabe dans son ensemble, ou berbère, ou méditerranéenne généralement. Donc oui, c'est militant, parce que c'est mettre en avant une culture, mettre en avant... pas tout le temps, hein. C'est pas non plus une obsession générale de vouloir faire que ça, mais c'est important. Et les fois où ça a pu arriver, il y a eu des tentatives de cancellisation, d'annulation de carrière de vie, parce que j'ai pas l'air arabe. Je me suis déjà retrouvé avec un thread Twitter d'une autre drague hyper vindicatif sur le fait que j'étais en babouche et en caftan sur la scène, que je perpétuais le cliché, comme je n'ai pas l'air arabe nécessairement, que j'ai ce white passing. Alors white passing, définition par le petit Larousse. C'est Sativa et Kaina. C'est ça. Le white passing, en gros, concrètement, c'est quand tu fais physiquement très très blanc. Voilà. Au début, je prenais très bien, et que c'est un truc duquel j'étais limite vachement content, ce white passing, de l'avoir dans la vie. Et là, maintenant, je le prends comme une insulte, en fait, quand on me dit « Ah, mais tu fais pas du tout arabe ». Mais en fait, un arabe, ça a quelle gueule. Après, je pense que c'est aussi un grand malheur de tous les gens qui sont un peu binationaux dans la vie, c'est que ils seront jamais 100% acceptés des deux côtés. Ouais, t'es jamais assez de ceci et jamais assez de à Tunis, cela. je suis le petit français, et ici, je suis le petit arabe. Et le fait que je suis blanc comme un cul, voire translucide, c'est horrible, mais des moments, c'est utile, et des moments, ça l'est pas. Je sais que la première fois que j'ai été confronté au racisme en France, c'est en cherchant un appart. Parce que, que en fait, physiquement, on dirait un petit de droite avec mes polos. On a eu les mêmes soucis. Ouais, non, mais c'est ça, veut tu dire, vois. T'arrives, tout se passe super bien. Tout se passe super bien, tu dis ton nom, prénom. Et là, ça part en couille. Ouais. Mais, c'est plein de petits trucs très cons. J'ai jamais été confronté au racisme violent, pur, dur, sale, mais c'est toujours le racisme très systémique et très con. Pour en revenir à ce que tu disais par rapport aux tweets et tout ça, des autres dragues, est-ce qu'on t'a carrément accusé en fait de faire de l'appropriation culturelle ? Ah oui, je pense qu'on en était Mais pas du coup, loin. Du Je pense coup, que tu c'est te ça rends cool compte de la bêtise du truc en fait. Malek, qui est né en Tunisie, se fait descendre sur Twitter par des gens qui sont d'origine nord-africaine mais qui n'ont jamais vu. Mais à part Stins, ils ont pas vu autre chose, tu vois, genre... C'est assez humoristique au final, tu vois, Ouais. genre c'est... Oui, c'est risible, oui, c'est sûr. Maintenant, l'appropriation culturelle, c'est un sujet qui est réel, qui est important. Moi, je fais des choses que j'ai le droit de faire, je fais des références que j'ai le droit de faire.
Est-ce que vous pouvez donner une petite définition rapide de ce que c'est que l'appropriation L'appropriation culturelle? culturelle, c'est tout simplement quand tu reproduis une spécificité qui s'apparente à une culture et qui n'est pas la tienne. Ça va aussi jouer sur les connotations religieuses quand tu vas te maquiller tout en bleu avec 7 bras pour représenter une divinité hindoue. Là, t'es en plein dans l'appropriation culturelle quand t'es une personne blanche et que tu vas mettre un caftan et des babouches et que tu vas faire une perf sur du R&B, tu vois. Et ben ça, c'est de l'appropriation culturelle. Encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure, fight the good fight, c'est en fait faut faire des choses qui nous concernent et pas aller chercher à droite, à gauche des trucs qui nous concernent pas. Alors certes, il y a aussi l'appréciation culturelle, mais ça encore, c'est vraiment la ligne, elle est hyper fine entre l'appréciation et l'appropriation. L'appréciation culturelle, c'est quand tu vas... Un exemple concret, pour donner un petit exemple concret à la réponse, c'est que l'appréciation culturelle, on se dit pas de pas porter un caftan, par exemple. Tu veux mettre un caftan, fais-le. Par contre, si tu mets un caftan, viens pas en babouche et fais pas une performance sur une chanson en arabe, si t'es blanc. Par contre, tu mets ton caftan avec ta paire de chaussures que t'as envie, la wig que t'as envie et que tu viens me faire une perf sur Whitney Houston, fais-toi plaisir frère, je m'en fous en fait, tu vois. Ce sera un peu la différence entre l'hommage et la caricature pour aller loin. En fait, c'est très touchy, super touchy. Et comment faire comprendre aux gens qui font ça vraiment naïvement sous le coup de mais c'est un hommage et leur expliquer en fait là t'es pas à ta place. Je pense que l'explication, moi en tout cas celle qui m'avait fait le plus simplement comprendre la chose au moment où on a essayé de m'expliquer tout ce concept, c'était c'est pas compliqué. Mets-toi à la place de cette personne-là. Est-ce que tu peux te mettre dans la place de cette personne-là? Est-ce que ta vie te permet d'être à la place? Oui, ça. non. Et je suis grave d'accord avec toi et je trouve aussi qu'il y a un peu ce problème chez les blancs, excusez-moi. Je trouve que les personnes blanches ont tendance à vachement minimiser le vécu des autres et à toujours dire oh c'est pas grave, oh on s'en fout, oh mais c'est un hommage. Alors que non, en fait, juste il faut tout simplement mettre son ego aussi de côté et de se dire. Mais c'est une question de manque d'empathie en fait, tout simplement. Je sais pas si c'est vraiment du manque d'empathie. Ouais, ou en tout cas il n'y a pas le même vécu donc c'est quand même difficile de se mettre à la place. Tu vois, moi par exemple je suis blanche, pour moi c'est pas évident de me mettre à la place de quelqu'un de noir par exemple qui a subi du racisme toute sa vie. Et donc c'est vrai que parfois c'est difficile, mais c'est un travail à faire. Ce qui est demandé, c'est pas de se mettre à la place de la personne, voilà, de comprendre que tu peux pas être à la place de la personne. Et de comprendre que tu ne peux pas comprendre, et c'est tout un cheminement. Et c'est aussi ce qui se passe entre les hommes et les femmes, tu vois, quand on parle de féminisme, parfois il faut aussi que les mecs acceptent que Mais je pense que c'est ça, en fait, je pense que c'est pas leur place de parler. La boucle est bouclée, hein. Quand on y revient, on tourne un peu toujours sur le même sujet qui est de savoir où on se situe et où est notre place, et de pas aller chercher à parler de ce qu'on connaît pas. Voilà, exactement, à parler pour les autres. Je pense que l'humain, de manière générale, il aime pas être en position d'accusé, de toute manière. Par principe, quelqu'un que tu mets en position d'accusé se met sur la défensive et va attaquer. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de gens qui, dès que tu essayes de leur faire comprendre que ça pose problème, que ceci pose problème, ils vont directement attaquer et faire l'inverse. C'est une réaction humaine et naturelle, entre guillemets, normée, en tout cas, de ce que l'humain a appris et sait faire. L'humain ne doit jamais être en position d'accusé, c'est pas bien d'être en position d'accusé. On ne voit pas ça dans la société d'aujourd'hui comme une remise en question. Les gens le voient directement comme un truc, une punition, au lieu d'être un pose-toi, réfléchis à ta question. C'est plutôt on est concentré sur je vais être puni et ça va être ça ma punition, et une fois que c'est passé, on s'en fout. Non, en fait, si on te fait une remarque, c'est parce qu'il faut que tu réfléchisses. Et c'est aussi qu'il y a des gens qui s'intéressent et qui vont aller chercher à s'éduquer et qui vont chercher à aller lire un truc, un article. Et il n'y a pas besoin de beaucoup en faire aujourd'hui en plus. Il suffit de lire un article sur un sujet, t'as compris la base de tout le problème. On demande pas aux gens de devenir des spécialistes de la question, on demande pas aux gens de devenir des chercheurs sur la question. Juste d'avoir un petit peu de ça, tu vois. D'accepter qu'il faut déconstruire notre pensée aussi. Ça te gâche pas la vie, ça va pas, tu vas pas être toutes les 2 secondes en mode c'est problématique, du coup ça me dégoûte. Non, en fait, tu fais des remises en contexte. Aujourd'hui, quand tu reprends plein de séries des années 90, elles sortiraient aujourd'hui, c'est un problématique, c'est un truc de Friends, par mais toutes, tu les reprends maintenant, sauf que tu fais une remise en contexte en les regardant, et alors t'es en mode ah oui c'est vrai, il disait ça, putain. Mais ça te gâche pas ta série non plus si tu kiffes ta série. C'est juste que t'as la réflexion de te dire ok, c'était problématique, mais il faut pas non plus te mettre le haut là en disant attends, ok, c'est un truc qui est sorti en 92 en fait. 92, ils étaient loin de toute cette réflexion-là, de tout ce truc-là, et c'était même en fait une série qui était avancée pour l'époque. C'est là pour Golden Girls, ou d'autres séries, ou d'Enfer. Un truc qui devient problématique, c'est que est-ce que la communauté dont tu veux représenter l'artefact, quel qu'il soit, que ce soit un truc culturel en fait, est-ce que c'est une communauté qui a été à un moment donné ou pas dominée par quelqu'un d'autre? C'est une question de domination.
Exactement. Donc à partir du moment où le groupe, la communauté, la religion ou quoi que ce soit que tu cherches à représenter a été dominé par un autre groupe, c'est la barrière à pas franchir. Par exemple, je peux, si j'ai envie, faire un look tyrolien, mais je vais éviter de me mettre en djellaba avec des babouches et un turban sur la tête. Parce que je suis blanche et que je ne suis pas issue de la communauté. Voilà, mais ça t'empêche pas, si tu veux, dans un look, de porter un turban avec autre chose, de porter une djellaba avec des talons aiguilles, une wig de ouf, enfin rien ne t'empêche de faire ça en fait. Et je pense que c'est cette nuance-là que les gens ont du mal à saisir en fait. Les gens ont du mal à saisir de l'entre-deux et ils pensent que c'est un interdit, tu touches pas, et non en fait, c'est pas ce qu'on te dit, on te demande de respecter une culture, une tradition, un truc dans son ensemble. Donc l'ensemble est fait comme ça, ne le fais pas comme ça. Mais prends des parties. Au contraire, c'est comme ça c'est ce que fait l'art et la mode en fait exactement. Depuis toujours, c'est-à-dire que c'est comme ça se développe. Il y a une porosité de toutes parts et il y a plein de créateurs de mode par exemple qui s'inspirent depuis très longtemps de toutes les cultures du monde ou de quoi que ce soit. Oui, mais pareil, pour le coup, c'est plus une forme d'hommage. Oui. Et en fait, c'est quand tu commences à tomber dans la caricature. Oui, il y a eu des collections de créateurs qui ont été des collections hyper problématiques, des références qui ont été beaucoup trop poussées. Je pense à partir aussi du moment où ça touche aux connotations religieuses, c'est là aussi où le problème... Je donne un exemple à la con, mais t'as Saint-Laurent qui va avoir un motif dans un fer forgé à Marrakech qui va le remettre dans une robe, vas-y, au contraire. Oui, bien sûr. Par contre, t'as Saint-Laurent qui revient, qui a vu la djellaba avec tout l'outfit et qui te remet sur le runway de Paris une nana en caftan marocain avec le voile et tout le bordel, bah non. Ça, c'est complètement irrespectueux. Moi, j'avais vu dans une vidéo justement sur l'appropriation culturelle, il y avait eu quand même des grandes marques comme ça, alors je sais plus laquelle, qui avait fait une collection de sari, qui avait fait bosser sur la collection toute une entreprise qui connaissait cette culture-là, et ça a été fait sur le terrain, et l'argent aussi était donné à ces gens-là. Il y avait une collaboration en fait entre le pays et l'entreprise. Il y avait plus le sens du partage que de on prend et nous on fait à notre sauce. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de la ligne de l'appréciation, où la ligne est vraiment fine. Deux petits détails à la con peuvent tout changer en fait. Et là par exemple, si c'est un truc qui est machiné avec le pays en lui-même, ça casse cette ligne du problématique parce que il y a un travail derrière. Et encore, certaines personnes vont trouver ça problématique quand même. Hein. La barre du problématique, chacun a la sienne et chacun la gradue à un endroit différent. Il y a des gens pour qui certaines choses sont beaucoup plus problématiques que d'autres. L'essentiel, c'est juste de reconnaître le côté problématique de toute chose et de se remettre en question quand quelqu'un te donne un avis. C'est aussi simple que ça. On te demande pas absolument d'être d'accord ou pas d'accord, c'est pas la question. Remets-toi en question. Juste remets-toi en question et comprends le fond et le pourquoi cette personne-là te dit que c'est problématique pour elle. Ou accepte de ne pas comprendre aussi en fait. Oui, et si tu comprends pas, accepte le fait que tu ne comprends pas, clairement. Éviter le oui mais, c'est un truc que je vois beaucoup quand tu vas justement dire à une personne que ce qu'elle a fait c'était peut-être pas le meilleur choix, ou attention là tu tombes un petit peu dans l'appropriation, etc. Souvent les personnes vont te répondre oui mais, on s'en fout de ce qu'ils disent après, mais il y a toujours un oui mais. Je pense qu'il faut arrêter de répondre ça et juste accepter le fait que des fois on n'a pas forcément raison et que on s'est planté. Et que on s'est planté et que la personne qui vient t'en parler, elle est pas forcément là pour avoir un débat, une discussion avec toi, elle est juste là pour te faire savoir que ça l'a blessé directement ou que ça peut blesser des gens. Faut juste accepter et pas essayer de tergiverser pendant 10 000 ans, essayer d'avoir un débat, une discussion, alors que y a pas à en avoir, il y a juste à accepter le fait que merde, j'ai été maladroit cette fois-ci et puis je ferai en sorte de plus faire ce genre d'erreur. Après c'est vrai que là on parle et on est peut-être un peu moralisateur dans notre ton, mais il faut savoir aussi qu'à côté des personnes à qui on a eu affaire et qui nous disent des oui mais etc, il y en a pléthore et c'est un peu chiant à la longue. Faut pas prendre ça de façon négative ou quoi, ça reste toujours bienveillant. Quand une personne vient te voir pour te dire qu'il y a un truc que t'as fait qui a merdé, le fait de recevoir le message, ça te met pas dans un bon mood du tout, mais je pense que les personnes qui ont pris l'initiative d'envoyer le message l'ont fait de façon bienveillante et pas forcément malsaine, et qu'il n'y a pas forcément à se défendre, à chercher à se défendre. Mais de la même manière que si vous deviez le faire ou que vous l'avez fait envers quelqu'un d'autre, c'est plus pour justement que la personne ait une prise de conscience plus que pour l'attaquer. Oui. Moi par contre je veux quand même relier ça à ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Je trouve que c'est valable aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux faire une remarque à quelqu'un, pose-toi la question de quelle est ta position vis-à-vis de cette personne.
Tout le monde n'a pas la place de faire une question. Même si t'as raison dans le fond. Hein. Mais par exemple, je sais que moi, c'est très con ce que je veux dire, mais moi, petite personne racisée qui fait du drag, homosexuel, machin, quand j'ai un petit blanc ou une petite babtou qui vient me faire une remarque en me disant c'était un peu problématique ou gênant, ferme ta gueule. Genre, très sincèrement. Et je le dis pas par méchanceté, je veux pas machin, mais c'est juste vrai en fait. Ferme ta gueule très gentil. Non, je leur dis pas comme ça parce que je suis poli et tout, mais le fond de ma pensée, c'est juste ferme ta gueule en fait. Genre, t'es blanc, tu viens pas me faire une remarque. Le jour où si j'ai fait un truc qui va gêner quelqu'un qui est concerné, tu vois qu'une femme vient me faire une remarque sur un truc que je peux avoir dit sur les femmes, et elle peut être blanche, noire ou arabe, je m'en fous. C'est une femme, elle est concernée. Mais est-ce que t'es concerné ou pas par la question quand tu vas faire des remarques à quelqu'un? Ça va dans les deux sens. Yes. Faut faire attention à tout le temps, se poser les bonnes questions et surtout se poser des questions en fait. Ne pas être quelqu'un de vide de sens et dire des choses bêtement et enfin réfléchir à ce qu'on dit, ce qu'on pense et pourquoi. Et se mettre en doute soi-même des fois c'est bon autant pour soi que pour les autres. Donc je sais pas ce que vous attendez mais allez-y, mettez-vous en doute, prenez un risque. Silence, ça tourne et action. Enchanté, Muriel, 45 ans, divorcé, 3 enfants, transformiste depuis 85 maintenant. J'ai commencé chez Michou. On était vraiment comme ça, hein. Moi les gens voient pas mais je fais le signe des doigts, tu sais comme ça, on était comme ça. Croisé. Comme ça, croisé, ouais. Alors bonsoir, moi c'est Signotia. Je travaille au bois de Boulogne, du jeudi au vendredi. Et le reste du temps, je dépense l'argent de mon mari. Et je suis alcoolique depuis 2 ans. Et votre mari, il fait quoi dans la vie, Cynthia? Il suce des bites. Ah! Professionnellement. Oui. Et j'adore les andouillettes. Très bien. Eh ben c'est super, merci d'être venu. Mais avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Ok, coupé. Bien. Alors, mais tu tombes à pic pour le thé, mon garçon. Merci à vous d'avoir écouté Une tasse de thé. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous le mois prochain, ainsi que tous les 3e mardis de chaque mois, pour en découvrir un peu plus sur l'art drag et sur nos invités. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi, à nous écrire et à t'abonner à nos comptes Instagram, Facebook, Deezer, Spotify et YouTube. Une tasse de thé, le podcast qui discute de l'art drag sans chercher à le définir.